Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris dans une résidence Covivio pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement. Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Femmes Corpo, notre podcast avec Juliette et Flora. On est super contente de te recevoir. Je vais te tutoyer parce que j'avoue que j'ai l'habitude de te tutoyer. Donc, je garde cette habitude. Continue comme ça. Je ne te demande pas si tu veux que je te vous voie. Je prends le lead. Très bien. J'aime qu'on prenne le lead. Tout simplement. Bon, te présenter, c'est pas quelque chose d'assez évident au vu de ta longue carrière dans le privé et dans le public. Donc, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites par toi-même. Mais écoute, je m'appelle Marlène et je tutoie Julia. Ouais. C'est ma bio Twitter, c'est ma nouvelle bio. Non, je suis présidente d'une ONG que j'ai fondée qui s'appelle Active, qui vise à soutenir la réussite des femmes. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Nos 6 petites ambitions pour une révolution de la réussite des femmes, en lien donc avec ce que je fais avec Active. On a lancé avec les 50 femmes du board que j'ai monté le Next Women 40. L'idée, c'est de trouver les prochaines patronnes du CAC 40, parce qu'il n'y en a que 3, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. J'ai 2 filles, 17 ans et 12 ans. Je suis née à Paris, je suis d'origine corse. Qu'est-ce que je peux vous dire Ancienne ministre. Oui, mais en fait, j'aime pas les gens qui se présentent par ancien quelque chose. Ouais, tu as des gens, ils étaient ministres 6 mois, il y a 15 ans, et leur bio, c'est toujours ancien ministre. Et quand tu les croises, ils disent machin, ancien ministre. Tu vas dire, mais tu étais congelé pendant 15 ans, du coup enfin, tu lui as fait rien. Donc voilà, donc j'essaye de ne pas rester sur ancien ministre, mais il s'avère que j'étais ministre pendant 6 ans et demi, effectivement, en 3 ministères. Bien sûr. Bah, mais tu as raison, j'aime bien ce côté congelé, enfin décongélation plutôt. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc le podcast s'appelle Femmes Corpo, on va parler des femmes en entreprise. Est-ce que dans ton parcours, dans ton adolescence, plutôt dans ton enfance, tu avais des exemples de femmes à haut poste, dirigeantes, dans ton cercle personnel ou dans ton imaginaire? Alors, question très intéressante parce que moi, je viens d'une famille où tout le monde est fonctionnaire. C'est-à-dire, ma mère était instit, ensuite proviseur, mon père était prof d'histoire géo, ensuite il est devenu historien, mes grands-parents étaient dans l'enseignement, tous mes oncles et tantes étaient profs. D'ailleurs, j'ai un de mes frères qui est prof, une de mes sœurs qui est inspectrice de l'éducation nationale, mais qui était instit, directrice d'école, conseillère pédagogique. Donc en fait, pour moi, les métiers, c'était prof. Et en gros, quand tu choisissais ton orientation, tu choisissais juste de quoi tu veux devenir prof. Plutôt prof de maths, plutôt prof de français. Okay, et je voyais pas de métier, enfin, j'avais aucun exemple dans ma famille de métier en dehors de l'éducation nationale. Et du coup, évidemment, ce qui me faisait rêver, c'était tout ce qui n'avait rien à voir. Alors, comme j'avais pas le droit de regarder la télé quand j'étais petite et ado, et j'avais pas le droit de regarder les séries, je les regardais en cachette chez mes amis ou chez mon copain. Et il y a un personnage que j'adorais, et je suis en train de me dire que si j'étais ma propre conseillère en communication, je me dirais, dis surtout pas ça. Mais en fait, j'ai adoré Amanda Woodward dans Melrose Place. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Non, Melrose Place, j'ai pas la ref. Non, t'es trop jeune pour avoir la ref. Okay. Il faut regarder, c'était une série qui était diffusée à l'époque, et donc c'était une nana qui dirigeait une agence de pub. Et en fait, le monde de la pub et de la com, il est quand même très représenté dans les séries, enfin, avant même Mad Men. Là, t'as la ref. Mad Men, ma série préférée, avec Downton Abbey. Bah voilà. Comme ça, vous savez tout. Bah voilà, là j'ai marqué un point. Donc avant Mad Men, t'avais quand même beaucoup de séries où tu représentes la vie dans une entreprise, c'était la vie dans une agence. Donc en fait, moi j'ai grandi un peu avec ces représentations-là, en fait, en dehors de l'éducation nationale, bah il y a aussi les agences de com. C'était un peu binaire et un peu tronqué, mais c'était un peu mon échappatoire. C'est Camille Cotin de 10% version old school. Exactement. Alors moi, j'allais dire le destin de Lisa.
Ouais. Vous l'avez cette série-là Ouais, ou pas? on l'a. Bien sûr. C'était aussi dans une Ugly agence. Betty, version américaine. Et aussi Bea dans des la agences. Foea, version espagnole. C'est intéressant ce qu'on raconte parce qu'on parle des représentations des femmes en entreprise et c'est vrai que les représentations, en tout cas les seules représentations dans les séries, dans les films de femmes en entreprise, c'est souvent dans des agences de com. Mm. Mais ça, Pub, ouais. Exactement. Et Comme, le Diable enfin, vient en t'as compris, Prada, tu vois. où Bien sûr. Exactement. Mode. Moi, je me souviens encore, à l'époque où c'est sorti, je pense, début des années 2000, où elle disait toutes qu'elle pouvait pas manger, etc. Enfin, je me souviens de ce Ouais. truc où et je me disais, ah bah, plus tard, faudra pas manger. Enfin, j'avais vraiment des pensées comme ça. Mais il y a des études qui sont sorties là-dessus, sur le fait que le truc de la minceur, ça vient de toute la culture en fait qu'on nous inflige depuis toujours, où les nanas mangent une pomme par jour, notamment dans le Diable, ça vient de Bien Prada. sûr, parce que c'est des métiers de représentation et parce qu'aussi, il y a pas que c'est pas parce qu'on s'inflige ça, c'est parce que l'extérieur nous inflige ça, parce que le regard est hyper dur sur le corps des femmes et parce que aussi tu as un truc de marqueur social. Le monde de la communication, des médias, de Vogue, c'est un monde quand même de CSP++. C'est des gens qui ont fait des écoles qui sont très payantes en général. Et donc oui, tu as un regard qui t'est renvoyé sur l'apparence. Et en fait, la minceur va avec le cliché de la classe sociale élevée. Bah, ça ouvre un sujet très intéressant qu'on appelle parfois le male gaze ou le female gaze. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est juste le regard posé par les hommes ou par les femmes sur les fictions dans les séries. Et c'est vrai que notamment, alors il y a le sujet des femmes et il y a aussi le sujet que dans tous les films, enfin la plupart des films, tout le monde est très riche. Tout le monde vit dans des grandes maisons. Même quand t'es pauvre, t'es riche. Oui. Friends, ils sont au chômage, ils ont un F3 Manhattan. Oui, où je sais plus quelle comédie française je regardais, ils rentrent chez eux en plein Paris, il y a une piscine dans le salon. Et moi, j'ai toujours pas réussi à passer au-dessus des 40 pas eu mètres piscine carrés, dans tu le vois. Et on a beaucoup critiqué Émilie in Paris pour ça justement, que son appart était un appartement parisien très très beau alors qu'elle était, elle aussi encore une fois, elle bossait dans une agence, même si c'est une nouvelle série de communication. Mais t'as Donc les complètement femmes raison. mais avec ont plus de d'autres pouvoir. avenirs. Ça évolue quand même. Émilie de Paris, elle prend le pouvoir. Je trouve quand même. ça hyper drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai ma fille qui est en terminale, donc je suis en plein Parcoursup, etc. Et elle me dit le jour qu'elle s'intéresse au marketing et je lui dis ce que tu me décris, c'est plus de la com que du marketing. Et elle me dit je vais réfléchir, je vais me documenter. Après, elle m'envoie par SMS Mom, Émilie in Paris, elle fait de la com ou du marketing? Oui, c'est vrai que J'ai trouvé ça hyper mignon comme manière de se projeter dans un job, quoi. Et alors, donc tu as été ministre pendant un certain nombre d'années, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là, justement, des femmes en entreprise, de la représentation, etc. C'est quoi tes grands enseignements en tant que femme ministre de l'égalité femmes-hommes sur ce sujet-là des femmes en entreprise, de leur place, de leur évolution? D'abord, je pense qu'il y a des critères supplémentaires pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'incompétence pour les femmes, la présomption de compétence pour les hommes. C'est-à-dire que si vous allez sur un plateau de télé, vous avez 3 hommes et une femme, et de surcroît, si la femme est jeune, ou qu'elle est un peu maquillée ou apprêtée, ou qu'elle est issue de la diversité, on va considérer qu'elle a une présomption d'incompétence. Et les réflexions sur les réseaux vont viser à dire que la femme n'est pas légitime à être là. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec elle, on ne va pas interroger ce qu'elle dit, on va interroger sa présence. Ce qu'elle est. Et ça, ce qu'elle est, exactement. Et ça, c'est très vrai, y compris dans le monde de l'entreprise. Donc je pense que tout est fait pour faire en sorte que les femmes doutent d'elles-mêmes. On parle beaucoup de l'autocensure des femmes, mais moi, ce que j'ai voulu interroger dans mon livre Nos 6 petites ambitions, c'est justement le fait que cette autocensure, elle n'est pas en nous innée. On a cette autocensure parce qu'on voit très bien que celles qui s'autocensurent pas s'en prennent plein la figure et qu'il y a un backlash énorme quand elles assument de prendre la parole et de réussir de façon visible. Je peux témoigner là-dessus parce que ça fait 2-3 ans que je fais régulièrement des interventions dans les médias. Et avant, quand on me faisait des procès en incompétence, je disais rien et je laissais passer la parole. Et en fait, je perdais le débat du coup comme ça parce que comme je laissais la parole partir. Et pas de chance, une fois, on m'a parlé, on m'a dit genre non, je sais pas quoi, sur un truc qui était au cœur de ce sur quoi je travaillais depuis 3 ans. Donc, et en fait là, ça m'a énervée. Alors, juste, c'est le cœur de ma compétence. Et j'y suis allée un peu fort et j'ai dit, non, mais là, en fait, on va arrêter de me faire un procès en incompétence parce qu'on est au cœur de ce que je connais le mieux puisque ça fait 3 ans que j'ai le nez dedans. Et là, j'ai expliqué, etc. Et en fait, ça a tout changé pour moi parce que depuis, quand on me fait un procès en incompétence, au lieu de me dire, il a peut-être raison, je laisse passer la parole, je dis précisément non. Et encore hier, j'ai dit, mais vous allez me gronder comme ça longtemps. Et en fait, j'ai inversé, je trouve, dans le débat, j'ai inversé la chose parce que c'était lui, pourquoi il était dans une posture, le fait de dire vous allez me gronder, c'était pas méchant, mais c'était un peu taquin.
ça a inversé la posture. Hyper malin. Et du coup, c'est lui j'ai vu, il a reculé, il s'est tu et il s'est dit, bah non, je vais pas la, voilà. Bien joué. C'est lui qui était dans une posture du coup de faiblesse à ce moment-là. Déjà, ça arrive tout le temps, ce mansplaining et le fait d'aller t'expliquer ton propre domaine de compétences. Moi, j'ai vécu ça sur un plateau où il y avait 4 hommes et moi. D'abord, j'étais la seule femme et je trouve ça problématique et je l'ai dit ensuite. Et en fait, le sujet était les viols de Mazan et les lois sur les violences sexuelles. Il s'avère que je suis juste la personne qui a fait les dernières lois sur les violences sexuelles, qui a allongé les délais de prescription, qui a aggravé les peines pour violences sexuelles, qui a fait la loi sur le upskirting qui a permis qu'on arrête Pélico, qui a fait la loi avec la circonstance aggravante de la soumission chimique. Donc, je connais un peu le sujet. Quand on parle de l'agriculture, je laisse plutôt parler les autres, mais quand on parle des lois sur les violences sexuelles, c'est juste mon cœur d'engagement depuis des années. Et donc, chacun parle et chacun donne son avis, crie en plus, avec une violence de l'expression pour un sujet qui nécessite un petit trigger warning ou un petit peu de respect pour les gens qui sont autour de la table. Et j'ai fini par dire, excusez-moi, en fait, j'ai fait les lois sur ce sujet. Donc, et là, un des mecs autour de la table me dit, non, mais ça, c'est un argument d'autorité. Je dis, bah, non, c'est un argument de compétence, en fait. Et ne pas laisser parler la seule femme du plateau sur ce sujet, c'est pas OK. Et en rentrant chez moi, au début, je me suis dit, je vais rien dire. Et le lendemain, je me suis dit, bah, en fait, je suis plus stagiaire, j'ai plus 20 ans, au pire, il me ravite plus, et bah, c'est pas grave, mais je vais quand même dire quelque chose. Donc, j'ai fait un long message en expliquant pourquoi ça va pas, et en disant, y compris pour les gens qui écoutent ce débat, vous pouvez pas avoir une seule femme autour de la table. Je suis pas d'accord pour être la seule femme. Il faut inviter une autre femme, il faut qu'on soit à parité, ou en tout cas en mixité, et ensuite, il faut respecter les compétences de chacun. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quand on affirme nos compétences, on a l'impression qu'on est arrogante, alors qu'on est régulièrement obligé de le rappeler, et quand on s'interroge en se disant, mais est-ce que lui, est-ce qu'ils ont travaillé autant d'années que moi sur ce sujet ? Bah souvent, la réponse est non. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne les empêche pas, avec aplomb, de t'expliquer ce sur quoi tu travailles depuis des années. Et ça, je trouve que c'est vraiment une audace vraiment masculine qui nous manque parfois. Et c'est pas aussi un petit peu générationnel sur... Moi, aujourd'hui, la parole est quand même donnée à tout le monde. Donc, tout le monde se sent hyper légitime et hyper compétent de donner sur son avis sur des choses où ils n'ont absolument aucune compétence. Je sais pas, moi, je vois des hommes de 60 ans en plateau qui sont très, très sûrs de ce qu'ils nous racontent. Oui. Mais justement, ce serait ça ton conseil quand on est confronté à une situation de présomption d'incompétence, ce serait ça d'affirmer sa compétence, comme tu le dis aussi, Flora. Moi, je dirais d'affirmer d'où on parle, en disant, en fait, je vais vous donner mon point de vue, et pour que vous sachiez d'où je parle de là. J'ai fait telles études sur tel truc, mon domaine de compétence c'est ça, j'ai fait ça pendant quelques années, enfin je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, où une personne très gentiment me dit, en présentant mon compagnon qui est président d'une mutuelle, il me dit « Ah, du coup, vous connaissiez pas le monde mutualiste avant d'être ensemble ?» Je lui dis « Non, pas très bien, j'étais juste leur ministre de tutelle. » Oui, donc voilà, je pense que c'est... En fait, mais ce qui est dingue, c'est qu'on est à le faire, et moi je recommande aussi de le faire pour les autres. Je le fais systématiquement en réunion quand je suis avec d'autres femmes, de valoriser leurs compétences, de rappeler ce qu'elles ont fait, de citer leur nom. Il y a ce mantra qui circule qui dit qu'il faut s'entourer de femmes qui citent notre nom quand on n'est pas dans la pièce. Ouais, grave. Moi, j'essaye systématiquement de me dire, quand je suis dans une pièce avec des gens qui ont le pouvoir, d'inviter quelqu'un sur un plateau, financer un projet, de le soutenir, de la rencontrer. J'essaye à chaque fois de me dire quelle est la femme que je pourrais citer là. Mais c'est aussi une question d'éducation, non ? On n'éduque pas les femmes à parler bien d'elles. Bah, complètement. Ouais. Oui. Bah, d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai appelé mon livre aussi Petites ambitions. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les femmes, je ne sais pas si vous êtes un panel représentatif autour de la table. Je ne suis pas sûre parce que vous bousculez beaucoup les codes. Justement. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Voilà. Exactement. Parce que nous, ça nous intéresse, les femmes corpo. En fait, c'est comme ça qu'on a pensé le podcast, parce que nous, les femmes corpo, ça nous passionne parce qu'elles arrivent à faire changer les choses au sein des systèmes. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que moi, mon expérience de télé que je viens de vous raconter, elle n'est pas du tout représentative. Et ça aussi, l'erreur des femmes qui disent, moi, je suis un rôle modèle, regardez, je suis sportive de haut niveau, j'ai un QI de 10 000, faites-moi confiance, faites comme moi. Bah non, c'est pas fort. Tu vois, pas tout le monde est, dans mon cas, c'est pas le cas, mais je veux dire, pas tout le monde est sur un plateau télé, par exemple. Ouais. Donc en fait, c'est pas ça le bon conseil et la bonne clé. Et d'ailleurs, je suis absolument inemployable dans une entreprise parce que j'ai une beaucoup trop grande gueule et parce que j'ai choisi dans ma vie personnelle d'avoir un parcours militant et c'est mon choix et ça me regarde. Donc moi, là vraiment, ce qui nous intéresse, c'est si tu as des conseils à donner aux femmes qui décident de naviguer dans les systèmes. Est-ce que c'est toujours le meilleur moyen de l'ouvrir en réunion ? Je suis pas sûre. En fait, tu vois. Plusieurs choses. D'abord, il faut être un peu plus malin. Je pense pas que tu sois inemployable. Pour accompagner des dirigeants et des dirigeantes, je pense qu'en fait, le sujet des activistes, et tu as beaucoup d'entreprises maintenant qui recrutent des activistes, comme à l'époque, on recrutait des hackers. Sauf que la question, c'est est-ce que tu es prête à mettre cet activisme
au service d'une boîte. Et ça veut dire que dès lors que tu parleras dans les médias, tu parleras en tant que directrice engagement, enfin je sais pas si c'est ça, mais directrice engagement de telle boîte. Donc est-ce que toi, tu as envie aussi de ça et de faire valider ta prise de parole et en réunion l'ouvrir? Moi, je pense qu'il faut, parce que je pense qu'on l'ouvrir pour les autres. Et c'est pour ça que les liens de sororité, ils sont hyper importants. Et s'interroger soi. Et ce que j'allais dire, c'est que le terme petit, il est extrêmement utilisé par les femmes. Les femmes disent très souvent, j'ai un petit projet, j'ai une petite entreprise, j'ai une petite équipe. Encore ce midi, je déjeunais avec une femme dirigeante hyper intéressante qui me dit je préside une petite association. Et elle me dit je dis petite parce qu'elle est vraiment petite par la taille. Je veux pas que vous me disiez que c'est parce que les femmes se minimisent. Je fais intéressant, il y a combien de membres dans cette association? Elle me fait 800. Je dis mais c'est pas une petite association. La moyenne des membres des associations, elle est à moins de 10. Donc en fait, c'est une grande association. Et si vous voulez pas qualifier, enlevez petit, enlevez grand et dites juste une association. Mais j'étais jury au prix HEC au féminin il y a des années et je voyais toutes les femmes venir avec leurs projets. Et vraiment se minimiser. Un homme, quand il est auto-entrepreneur, il va mettre sur sa carte de visite qu'il est CEO ou patron ou entrepreneur. Une femme, elle va avoir tendance à minimiser. Non, vous ne trouvez pas? Ah ouais, carrément, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah, moi, quand j'ai entrepris, c'est Julia qui m'a donné mes premiers conseils parce qu'elle était déjà entrepreneur. Et elle m'a dit, par exemple, c'est simple, dès que tu penses un truc, tu le multiplies par 2. Dès que tu penses un chiffre pour un montant, je sais pas si on doit révéler ce conseil. C'est une loi, c'est une méthode. C'est une méthode. Tu penses quelque chose, tu multiplies par 2. Tu penses quelque chose, tu multiplies par 2. Et au début, c'était hyper dur. Moi, je quittais le monde salarié. Ça m'allait bien d'être salarié. En plus, j'avais pas forcément à la base, penser des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à voir plus grand, bah, tout a grandi. Et je pense que... Moi, j'ai hyper du mal à mettre CEO sur LinkedIn, par exemple. Je me suis dit, mais je vais me la jouer. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? D'où je suis CEO à 24 ans. J'ai mis fondatrice et CEO, mais je me suis forcée à le faire parce que c'est pas du tout intuitif, je trouve, pour les femmes, de se dire j'assume qui je suis et j'assume mon pouvoir et j'assume le fait que je monte une boîte en tant que femme à 24 ans. Et regarde, tu l'as fait et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a commenté en me disant bouh, c'est pas vrai, elle est pas CEO, elle est Non, mais on est beaucoup plus regardante sur le regard des autres en tant que femme. Mais ce que je veux dire, c'est que personne va réagir. Moi, je fais des formations auprès de femmes dirigeantes qui se minimisaient et la formation que je leur donnais, c'est de se présenter au début le matin. Et le soir, je fais venir un grand témoin, donc une personnalité, etc. Et je leur dis, représentez-vous, mais vous allez vous présenter de la manière la plus arrogante possible. Oh, wow. Vous allez vous présenter en surjouant vraiment le I'm the Queen, genre c'est Beyoncé, et vous vous présentez genre ventilateur dans les cheveux et en vous vantant. Vraiment, il faut vous vanter. Et d'abord, elles se vantent pas vraiment, même avec l'exercice, elles osent pas. Et ensuite, à la fin, je dis à la personne qui n'était pas prévenue, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces présentations? Non, impressionnant, c'est hyper intéressant. Je dis, rien qui vous a choqué, on est entre nous, c'est une formation, donc si des choses vous ont mis mal à l'aise, non, pas du tout, je vois pas. Et après, je lui raconte, en fait, là, elles étaient dans un exercice et elle m'a dit, bah écoutez, franchement, non, ça m'a pas du tout choqué. C'est pour leur montrer qu'en fait, même si elles se présentent en disant ci et ça, ce sera pas choquant. Je l'ai fait dans une interview de Libé récemment, dans un portrait, et le journaliste a écrit, du coup, elle dit qu'elle a fait ça, 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 elle se tresse des lauriers. Bah oui, bah qui va me les tresser? En fait, si je l'avais pas dit, il l'aurait pas écrit. Donc, personne va nous tresser des lauriers, si ce n'est nous. Moi, j'adore la manière dont tu appréhendes. J'ai toujours adoré la manière dont tu appréhendes les choses. Et dans ton livre, Nos 6 petites ambitions, donc pour une révolution de la réussite des femmes, tu écris « Bien que j'ai fait voter des lois importantes sur la protection des femmes, mes filles estiment que ma génération a fait trop de compromis avec les hommes en n'étant pas assez radicale. » Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut être radical? Alors, je réfléchissais justement et je me demandais si c'était radical le terme. Et ma fille aînée, elle me dit souvent qu'on est la génération du compromis et qu'on est encore trop soumise au regard que vont porter les hommes sur nous. Mais vous êtes plus proche de la génération de ma fille que la mienne, je pense, parce que je l'ai déjà. Mais ma fille, par exemple, c'est un exemple, hein, mais quand son copain arrive, je lui dis bah, tu te maquilles pas un peu? Elle me fait bah non. Je dis, bah, en fait, il y a ton copain qui arrive. Elle me fait, ouais, bah, il va me voir comme ça. Moi, à 17 ans, mais je me serais tartinée de maquillage avant d'avoir un rendez-vous. Elle brise plein de tabous et les filles se moquent de moi en pointant mes comportements qu'elles estiment pas féministes. Par exemple, il y a une phrase, je te l'avais racontée, dont elles estiment que je les dis beaucoup, c'est « reste assis, chérie ». Donc, à chaque fois que mon mec va pour se lever, qu'on est à table, je fais reste assis, donc elles font en cœur reste assis, chérie. Et voilà. Et l'autre jour, le copain de ma fille est venu dîner et il dit je vais reprendre de l'eau. Il se lève pour aller prendre de l'eau. Je fais non, reste assis, je vais le faire. Et je prends le truc. Et mes filles en chœur, elles font reste assis, chérie. Et en fait, elles pointent le fait que je passe, c'est mon éducation méditerranéenne ou le besoin de se sentir utile ou de compenser que je travaille beaucoup, j'en sais rien. Mais j'ai encore des relents de comportement qui font que j'induis un comportement pas forcément équitable. Je pars du principe que c'est mon rôle d'aller chercher ce qui me manque à table.
Donc cette génération-là, elle est hyper attentive, je trouve, à ces sujets-là. C'est intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton livre. Je trouve que c'est utile. En fait, il y a un peu des modes dans l'engagement et on a un peu ce sentiment parfois que le féminisme, ça a été la mode au moment de MeToo et que maintenant on est passé. Et quand j'ai lu ton livre, ça m'a fait du bien de me remettre dans une lecture où on refait un constat sur les chiffres. Enfin, vraiment, si vous voulez aller plus loin que Femme Corpo, lisez ce livre. Parce qu'il y a vraiment un bon constat de où on en est dans la société. Et j'ai trouvé que tu étais assez radicale et assez pessimiste d'une manière. Ouais, ok. Alors pas sur les solutions, mais sur enfin où on en est quoi. En fait, peut-être que j'avais un biais avant, j'avoue, où je m'attendais ouais on a vachement progressé, c'est trop bien tout ce qu'on a fait et tout. Tu le dis aussi, mais tu montres aussi qu'on est quand même loin de l'égalité. Et alors ça m'a fait penser, je rentre dans un sujet un peu plus sensible, mais ça m'a fait penser à des paroles de la militante Eva Sadoun qui fait un podcast sur le care, le soin. Et elle dit, une femme aujourd'hui, elle a 3 options. La première, c'est de prendre soin, mais être sous le contrôle de quelqu'un qui ramène l'argent. Le deuxième, c'est d'être indépendante et d'embaucher des personnes pour prendre soin que tu risques toi-même de précariser un moment dans ta vie. Et la troisième, c'est de travailler et prendre soin en même temps, mais c'est toi qui perds et qui finis en burn-out. Ouais. Et j'ai trouvé ces paroles, enfin je les ai prises un peu personnellement parce que bah voilà, je me suis dit quel choix je vais faire entre les 3 et est-ce que dans tous les cas, il n'y a pas une mauvaise issue quoi. Enfin c'est pas une, il y a aucune happy end possible. Toi aussi tu fais ce genre de comparatif sur les femmes, la carrière, le bonheur, le soin. On en est où pour toi là-dessus? Non, mais d'abord, j'aime beaucoup ce que fait Eva Sadoun. Voilà, comme, en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'elle change aussi, elle contribue à révolutionner pas mal de choses. Cette question, elle est hyper intéressante. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut révolutionner les modèles de réussite. Parce qu'aujourd'hui, en gros, tu peux être Sheryl Sandberg ou une tradwife américaine. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de juste milieu. Et on considère que tu as réussi si tu as sacrifié des choses, si c'était dur, etc. Et moi, je veux pouvoir aussi rentrer chez moi, passer du temps avec mes enfants ou juste pas forcément être avec mes enfants d'ailleurs. Je veux pouvoir sortir, aller faire une soirée avec des amis, etc. Et aujourd'hui, c'est pas dans ces modèles-là. C'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment réinventer nos modèles de réussite. Je vous donne un exemple sur les femmes très jeunes ou les femmes au-delà de 50 ans dans la carrière en entreprise. Quand vous êtes très jeune, on vous confie aucune responsabilité dans une entreprise. Moi, quand j'avais 19 ans, j'étais chez Havas, j'étais assistante média, j'avais vachement d'idées. Et à chaque fois, en fait, comme j'étais que assistante média, mes idées, on ne les écoutait pas. J'avais dit à ma boss, je voudrais monter un blog qui s'appellerait Maman Travail, où on parlait. Elle m'avait dit, en fait, les femmes prendront jamais la parole sur Internet. Bien joué avec MeToo. Les blogs, ça te mènera jamais à rien. Ça m'a mené au gouvernement. Et du coup, j'ai fini par démissionner pour monter ma boîte et monter mon agence parce qu'on m'écoutait pas. Et de la même manière, je vois des femmes au-delà de 50, 55 ans, on va leur dire qu'en fait, si elles avaient dû faire un jump dans leur carrière, elles l'auraient fait avant. Et donc, la carrière n'est pas exponentielle. Et je pense qu'on devrait vraiment réfléchir parce que c'est particulier, me semble-t-il, pour les femmes, et valoriser à tout âge et pas seulement se dire que tu peux prendre des responsabilités entre 30 et 45 ans. Bah, surtout quand on est une jeune femme et je pense qu'on s'impose en entreprise, les gens ne comprennent pas parce que déjà on est jeune. Ouais. On se dit mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est jeune, d'où elle prend la parole? Et grand 2, c'est très vite de l'arrogance en mode mais en fait pour qui tu te prends? Non seulement t'es une jeune, en plus t'es une femme, donc reste à ta place ma poulette, tes idées ce sera dans 10 ans quand tu prendras un job stratégique quoi. J'écoute toujours ce que disent mes stagiaires d'abord et au pot de départ d'un de mes stagiaires, je lui ai dit en fait je suis contente de faire le pot de départ de mon futur patron. Et il avait compris, je lui ai dit, en fait, mécaniquement, il y a un jour où votre carrière fera ça et la mienne fera ça. Dans 20 ans, on va se recroiser, vous vous souviendrez que vous avez été mon stagiaire, je vous donnerai un CV, je vous demande de penser à moi à ce moment-là. C'est la théorie du dessus-dessous, je veux dire, nos carrières se croisent et il y a des moments où voilà, on va se croiser. Donc ton stagiaire d'aujourd'hui, c'est peut-être ton patron de demain, première chose. Deuxième chose, je considère que les générations plus jeunes sont connectées avec une culture à laquelle nous, on n'est pas connectés. Exemple, quand j'ai voulu lancer mon compte TikTok en tant que ministre, qui était un fiasco monumental, ma fille, qui, elle, passait beaucoup de temps sur TikTok, m'avait dit « mais il n'y a rien qui va, c'est lamentable, il ne faut pas faire ça, etc. » Je lui dis « non, mais tu connais rien, c'est pas toi la ministre et tout. » J'aurais mieux fait de l'écouter. Et à plusieurs reprises, quand elle m'a donné des conseils, le fait qu'elle soit plus connectée à cet environnement, à cet univers, était utile. Donc moi, tous les stagiaires qu'on a, je leur dis à chaque fois, je leur demande quelle est pour toi la nouvelle tendance, comment tu vois le marché du conseil ou de la com dans 10 ans, quelle est ta vision des choses. Ils apprennent des choses aussi qu'on n'apprend pas. Les formations aujourd'hui initiales, on t'apprend l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, qui sont des choses qu'on n'a pas appris par définition, nous, il y a 20 ans. Donc je trouve qu'au contraire, on doit vraiment se nourrir les uns les autres. Bien sûr. Et dans ce thème des carrières qui se croisent, toi, tu épaules 40 femmes. 40 femmes qui un jour, potentiellement seront PDG du CAC 40. Raconte ce que c'est que Active
en détail. Alors, c'est une ONG que j'ai montée pour soutenir la réussite des femmes, en considérant qu'effectivement, il y a des lois qui ont été faites, et je pense avoir fait des lois quand j'étais ministre, mais je vis dans la vraie vie, donc je sais très bien que l'égalité femmes-hommes, et j'en pâtis, et mes filles aussi, et mes amis, l'égalité femmes-hommes n'existe pas aujourd'hui dans le monde économique. Il y a une égalité très théorique, mais pas réelle. L'idée, c'est que quand j'attendais ma fille, il y a donc presque 18 ans, il y avait 2 femmes patronnes du CAC 40. Et aujourd'hui, je regarde, elles sont 3 femmes patronnes du CAC 40. Ça veut dire qu'on en a une en plus par génération. Donc quand je serai grand-mère, il y en aura 4, quand je serai arrière-grand-mère, il y en aura 5, et quand je serai plus de ce monde, on sera à 6 sur 40. Et je ne sais pas si on considérera que c'est incroyable d'en avoir 6 sur 40. D'ailleurs, le World Economic Forum a calculé qu'on va atteindre l'égalité femmes-hommes dans l'économie en l'an 2234. Donc c'est quand même dans longtemps. Et comme je suis quelqu'un d'impatient, voilà, il y a une phrase qui m'insupporte, c'est tous les boards qui disent « on aurait adoré nommer une femme, Marlène ». Hélas, on n'en a pas trouvé. Donc moi, je trouve que la femme que tu n'as pas trouvée, c'est la femme que tu n'as pas cherchée. Donc, avec ces 50 femmes du board d'Active, on crée le Next Women 40. J'ai créé un jury avec des patrons du CAC 40, par exemple Ross McInnes, le CEO de Safran. Il y a une femme chasseur de tête, Alexandra Alberti, du cabinet chasse de tête, Éric Salmon. Il y a Mathieu Gallet, le président du Conseil des Échos. Je vais oublier des gens, je me suis lancée dans la liste. Fabienne Arata, la patronne de LinkedIn en France. Edwige Chevrillon, journaliste économique BFM Business. L'Oréal est représenté autour de la table. Enfin, en gros, on a tout un panel. Mathias Léridon, président de Tilder. Et en fait, on a eu à peu près 450 candidatures. On les examine et on regarde vraiment factuellement, comme si on était en situation de recrutement, qui sont les prochains les prochaines patronnes du CAC 40. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a fait 3 sessions là, et on va continuer, de voir qu'en fait, il y a plein de femmes dirigeantes en France, talentueuses, compétentes, et qui méritent d'être mises en avant. Et moi, je voulais vraiment faire une ONG, pas pour moi, pour être porte-parole d'un truc, mais vraiment pour concrètement mettre en avant ces femmes. Et c'est un combat masculin et féminin, a priori, parce que du coup, tu as intégré des hommes justement dans ce truc de recrutement. Donc, tu penses que le combat pour les femmes se fera main dans la main avec les hommes? Complètement. D'abord parce qu'on n'a pas le choix, puisque le pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui l'ont. Donc, si on ne veut pas se les antagoniser totalement, il faut que les hommes soient avec nous. Ensuite, parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont vraiment envie de faire des choses. Tu vois, autour de la table, ils sont hyper, que ce soit Mathieu Gallet, Mathias Léridon, Ross McInnes, ils sont pleins de volonté pour faire en sorte de vraiment soutenir les femmes. Je veux dire, ils viennent eux aussi bénévolement passer du temps autour de la table pour aller dénicher les femmes à même d'y arriver. Et on est sous le haut patronage du président de la République qui va les recevoir à l'Élysée, un peu pour les introniser. Et moi, mon espoir, j'aurais réussi si certaines femmes de ce Next Women 40 deviennent vraiment patronnes du CAC 40. Et en vrai, les critères qu'on a pour les femmes sont plus difficiles que pour les hommes. Parce que parfois, on me dit, il faut qu'elle parle anglais, il faut qu'elle ait un rayonnement médiatique, il faut qu'elle ait un PNL, il faut qu'elle ait fait ses preuves économiquement. Mais les hommes du CAC 40, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Hein. Ils ne sont pas médiatiques. Je suis très curieuse de les entendre parler tous anglais. Je ne suis pas sûre qu'ils aient tous un accent formidable. Ils n'ont pas un rayonnement incroyable. Et certains n'avaient pas de PNL. Ils venaient du secteur des finances ou de secteur support. Et ça ne les a pas empêchés de devenir patrons du CAC 40. Comment tu fais quand tu es confronté parce que là, je me dis, tu vois, nous, notre but, c'est quand même de parler vraiment dans le monde du business avec des corporates. Et moi, on me fait un peu ce procès parfois, j'imagine que toi encore plus, d'apporter un discours militant dans le monde du business. Comment tu fais quand on te fait cette injonction de « Ah non, c'est trop militant, nous on veut aider les femmes, mais pas de manière militante ». Et est-ce qu'on peut, sans militantisme, je ne sais pas comment ce qu'ils appellent militantisme d'ailleurs, faire avancer la cause des femmes? Complètement. J'ai monté des agences avant d'être au gouvernement et les gens ne le savent pas. Et je dis souvent que si j'étais un mec, quand je suis rentrée au gouvernement, on aurait dit que j'étais un CEO de la tech. Mais comme j'étais une femme, on a dit que j'étais blogueuse. Mais j'étais blogueuse, c'est mignon, ça mange des macarons devant la Tour Eiffel. Je n'étais pas blogueuse. J'ai monté une agence que j'ai revendue, qui est une agence avec une dizaine de personnes qui faisait de la production de contenu web. À l'époque, c'était innovant. Donc, je pense que rappeler son expérience business, t'es pas que activiste. Toi aussi, tu es entrepreneur, tu as monté des choses. Et justement, enfin, tu as démontré ton talent à la fois d'engagement, de stratégie, de communication, tu sais comment te faire entendre. Je pense qu'en termes, par exemple, d'économie des médias, tu y connais beaucoup plus que des personnes qui sont, elles, en poste dans des entreprises. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que tu étais, selon toi, inemployable, et je pense que tu n'es pas inemployable. Merci. Marlène a envie de m'embaucher, en fait. Par contre, moi, je suis désolée, il y a des boîtes, notamment des petites boîtes, etc., qui sont agiles. J'imagine que le cabinet de conseil dans lequel tu es, ils sont assez ouverts aux différentes personnalités, etc. Il y a aussi, et on reçoit des femmes corpos sur ce canapé qui viennent de ces milieux économiques-là, des boîtes où c'est encore très fermé, où quand tu prends la parole en réunion, c'est bizarre, ou même nous, on le voit, quand on reçoit des corporates ici, parfois, ils nous prennent pour des espèces d'énergumènes, bêtes de foire. Enfin, mais
avec plaisir, nous on le prend bien, mais c'est bizarre, tu vois, pour beaucoup de gens dans les mondes que corporate. la particularité, et nous on accompagne dans l'agence où je suis depuis un peu plus d'1 an maintenant, on accompagne vraiment des dirigeants d'entreprise, donc on est à fond dans ce monde corporate. La réticence, moi je la vois pas, mais peut-être que je me trompe, je la vois pas vis-à-vis de l'activisme. Je la vois vraiment vis-à-vis de la politique politicienne. Et ça, en Oui, revanche, mais moi, aussi vis-à-vis de prendre trop de place, de prendre trop la parole. Alors c'est deux choses différentes. Tu vois, tu le dis toi-même, t'es partie de Havas parce qu'ils t'ont dit ah non, les blogs, on n'y croit pas, Absolument. etc. Tu vois, et c'est dommage parce qu'ils se privent de plein de talents qui auraient fait des choses bien à l'intérieur. Et probablement aujourd'hui, j'amènerai les choses d'une manière différente. Alors voilà, pour nos auditrices, de quelle manière? Moi, je pense que la technique des alliés, elle est extrêmement importante, d'impliquer les gens. C'est les vieilles techniques de pédagogie. On me dit que si tu apprends par cœur un texte, tu l'apprends, mais tu vas pas le garder. Mais si tu as appris en faisant, tu te souviendras ce que tu as fait. Donc, je pense qu'il faut impliquer les gens. Et moi, c'est pour ça que j'ai aussi un board avec 50 personnes, que j'ai un cercle des alliés avec des hommes patrons, que je vais dynamiser les réseaux, que je présente les gens les uns aux autres. Et je pense qu'il faut chercher aussi à parler dans le monde de l'entreprise aux gens avec leur intérêt. Parce que si l'entreprise, elle n'avait que l'amour de la planète ou de l'égalité femmes-hommes, elle serait une fondation ou une ONG. Elle serait pas une entreprise. Une entreprise, elle a un cœur de métier, elle a un business model, et je pense qu'il faut lui expliquer comment ça répond à son business model. Par exemple, ça peut répondre à ses enjeux d'image employeur, d'attractivité, à ses enjeux de durabilité, à différents enjeux. Avoir des politiques, ça répond à tes enjeux d'affaires publiques. Avoir quelqu'un qui sait maîtriser les médias. Moi, si je suis une entreprise et que j'ai aucune connexion dans les médias et que j'ai envie de faire connaître mon entreprise, j'embauche quelqu'un d'un peu médiatique comme porte-parole et je sais qu'elle va aller me défendre sur les plateaux télé en sachant le faire. Il y a plein. La question, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit. Après, une entreprise qui est que corpo, qui n'a pas d'engagement, qui veut pas être visible, qui est gouvernée par la peur, etc. Oui, elle va rester sur des profils très classiques, qui ont fait une école de commerce, une école de management, qui ont un profil un peu fonction support ou qui fait ses objectifs et qui ne sort pas de la case. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller dans ton sens, il y a un discours un peu en dichotomie chez les entreprises où on clame qu'on veut des profils très différents. Mais en fait, en réalité, on n'est pas capable d'en recruter. C'est pas le cas, et j'irai même plus loin. Je dirais qu'il y a même de la discrimination vis-à-vis de l'engagement politique, vis-à-vis du militantisme. Quand on dit par exemple un tel, il est très bien, mais il est quand même très très militant LGBT, ça veut dire en fait, il est gay et ça t'embête. Je veux dire, disons-nous les choses. Quand on t'explique que c'est ton militantisme qui va t'empêcher d'eux, souvent, en fait, c'est qu'il y a autre chose derrière. Marlène, tu es une femme qui prend beaucoup la parole et qui ose prendre la parole. Donc déjà, je pense que c'est très inspirant pour les femmes que nous sommes et les femmes aujourd'hui, les Françaises et évidemment dans le monde entier. Tu es aussi une femme corse. Donc la parole en Corse, je pense qu'on pourrait faire une thèse dessus. Absolument. Parce que c'est un autre sujet. Est-ce que tu te souviens, parce que pour moi, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Est-ce que tu te souviens de tes premières prises de parole en tant que femme, que ce soit en entreprise ou dans ta vie de manière générale ? Mais en fait, j'ai eu la chance d'être élevée par un père qui était très militant et extrêmement pas du tout sexiste et qui nous a toujours donné la parole à ma sœur et moi sans nous brimer et qui donnait de l'importance à ce qu'on disait même quand on était petite et que c'était pas forcément extrêmement intéressant. Et je pense que d'avoir justement cet encouragement, ça vous soutient d'une part. Et d'autre part, je dirais que comme je vous le disais, moi j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que je suis partie d'Havas, j'avais 19 ans. J'avais 21 ans, je suis arrivée, j'avais 19 ans, je suis partie, j'avais 21 ans. J'attendais ma fille, donc j'étais enceinte. Et en fait, j'avais pas d'autre choix que de réussir. Les gens se disaient, en gros, elle a monté une agence, ça doit être une fille à papa ou son mari doit être très riche, etc. Pas du tout. Parce qu'en fait, j'avais une fille à nourrir et j'avais pas d'autre choix que trouver des clients, produire des choses, vendre très cher ce que je faisais. Je rejoins les conseils de Julia, aviser. Parce qu'on a une valeur et c'est un sujet aussi en tant que femme. Il y a deux sujets, la prise de parole et la question de la négociation et de ne pas être que bénévole. Et je me suis pris aussi plein de tartes dans la figure. J'ai raté plein de trucs. Il y a plein de moments où j'ai fermé ma gueule alors que j'aurais dû ouvrir. Il y a des moments où j'étais tellement sidérée par la situation que je ne savais pas comment réagir. Il y a des moments où j'ai fait un nombre incalculable de fois des réunions bénévoles en donnant plein d'idées, notamment à un grand groupe et en partant en n'étant jamais payée et en découvrant 3 mois après qu'ils ont lancé mon idée sans moi et évidemment sans me payer. Ça m'est arrivé aussi. Voilà. Et ça, c'est quand on est jeune et que tu es déjà contente d'être là, en fait. Tu es dans la grande entreprise, tu es assise autour de la table, tu te dis « Oh, machin, je le vois à la télé, il écoute mes idées. Oh. » Et en fait, 3 mois après, tu te dis « Putain, mais en fait, ça valait 80 000 € ou 800 000 parce qu'il faut rajouter un zéro. » Voilà, tout à fait. Et est-ce que, par exemple, faut être une bonne oratrice pour être une patronne du CAC 40 pour toi ? Pas forcément. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je trouve qu'il y a trop de critères pour les femmes. En fait, tu peux pas être à la fois un cadre de la finance, une très bonne oratrice, trilingue, avoir vécu à l'étranger,
Enfin, je veux dire, c'est too much dans les critères. Donc moi, je vise à dire qu'il faut soutenir les femmes et qu'elles n'ont pas besoin d'être exceptionnelles, comme tu le disais très justement, pour légitimer le fait qu'en gros, on veut bien que la femme réussisse si elle est incroyable. Regardez Elisabeth Borne, plein de fois, on a dit oui, mais son père a fait la marche de la mort, elle était polytechnicienne, elle était une des premières femmes patronnes. En gros, il faut être exceptionnellement résistante, courageuse, méritante pour avoir le droit d'être à Matignon. Mais il ne m'est pas apparu que tous les premiers ministres de la Ve République étaient des personnes incroyablement brillantes. Présomption d'incompétence, donc montrer absolument tout le temps sa compétence pour se sentir légitime. Et dans ton livre, justement, tu parles de quand une femme en entreprise demande pas d'augmentation, c'est parce qu'elle s'est auto-censurée. Et à l'inverse, quand elle demande une augmentation, elle peut paraître arrogante, vénale, etc., notamment par rapport à l'argent. Elles peuvent aussi se travestir au niveau des cheveux lissés, habillés. Avec Flora, on avait une discussion sur comment on s'habille dans un plateau télé. Est-ce qu'on met du gris pour paraître un peu sérieuse? Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, à un concours d'éloquence? Parce que Juliette fait des concours d'éloquence sur ta robe à motifs. Ah oui, voilà, j'étais en finale du concours d'éloquence de Paris 1, finale internationale. Dans le jury, une actrice très célèbre, mais plutôt de l'ancienne génération. Je perds, mais plus ou moins mérité, parce que je n'étais pas la meilleure. Et j'apprends par un de mes amis qui était au sein du jury que cette actrice en question avait dit « mais en fait, moi, je n'ai pas pu me concentrer sur une seule chose de son discours, tellement sa robe était moche. » Sous-entendu, j'étais tellement à regarder... c'est ça, exactement. J'étais tellement attentive à sa robe que je n'écoutais rien à ce qu'elle disait. Donc, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc, c'est vrai que je pense... Et toi, comment tu fais pour les plateaux? Tu te dis « je mets de la couleur, je mets du gris » Je change de stratégie régulièrement. je me cherche. Ta méthode. Non, je me cherche. Je pense que, et c'est ça l'intérêt de Femme Corpo, parfois il faut être un peu plus maligne et il faut avoir des stratégies. Et le monde est injuste. L'égalité arrivera si on ne fait pas avancer les choses en 2234, comme tu le dis très bien dans ton livre. Donc, tant qu'on n'y est pas, on doit apprendre à naviguer dans des systèmes. Donc moi, j'ai plusieurs manières de faire, mais ma nature revient vite au galop, à savoir, j'ai pas très envie de naviguer et j'ai une petite partie punk en moi qui fait que j'ai envie juste de dire non et de venir avec... voilà. Ouais. Donc ça dépend des jours et de mes humeurs, je dirais. D'ailleurs, les humeurs et les femmes, gros sujet. Parce que moi, j'ai vraiment un mode de fonctionnement cyclique et j'ai pas honte de le dire parce que vraiment, en fonction du mot... Alors cyclique, je sais pas ce que ça veut dire, mais je veux dire, en fonction du moment et de la période, j'ai des envies différentes et je me demande tout le temps si je dois écouter ou non mes envies ou si je dois être que dans mon cerveau et que dans ma stratégie. Ou te dire, ah non, je vais en respirer. Est-ce que, mais en fait, parfois, je suis dans une humeur provoque, parfois, je suis dans une humeur corporate, parfois, je suis dans une humeur, ça dépend. Et ça fait aussi ma personnalité et je pense que c'est aussi ce qui fait que ça marche d'une manière parce que, par exemple, il m'arrive de me mettre très en colère sur des plateaux, mais c'est des colères qui sont très sincères. Mais tu vois, est-ce qu'on a toujours perdu quand on se met en colère? Enfin bon, gros sujet sur les émotions, mais je pense que les habits et les émotions, c'est pas délié comme sujet, parce que l'uniforme gris ou bleu marine signifie « je ne ressens rien ». Et le t-shirt à fleurs rose fluo signifie j'ai plein de trucs à dire, je suis joviale aujourd'hui. Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, voilà, la robe a coupé l'attention que pouvait porter cette actrice à Juliette, c'est hyper injuste, mais ça aurait pu aussi faire l'effet inverse, de se dire waouh, tout à coup, elle détonne par rapport au reste des gens, j'ai envie de l'écouter. Donc voilà, grosse question. Toi, comment tu le vis sur est-ce qu'il faut être toujours dans une stratégie froide ou est-ce qu'il faut aussi laisser son instinct mettre son instinct sur la table quand il est là et qu'on a un truc... Je pense que parfois on est débordé et qu'on ne peut pas... ce matin j'étais sur RCJ et on parlait du 7 octobre et je parlais de Cuir Bibas et en fait pour une raison qui m'échappe, mais je me sens vraiment très concernée et préoccupée. Je pense tous les jours à ce bébé dont on ne sait pas... qui s'en occupe en fait, qui lui donne à manger, qui le soigne, Et voilà, et j'ai senti que j'allais me mettre à pleurer et je me suis dit, tu peux pas pleurer à la radio en direct. Donc, je me suis reprise. Mais contrairement à l'image que je peux avoir d'une personne, tout le monde me dit tout le temps, oh, t'es très forte, etc. Non, pas du tout. Je suis hypersensible, je pleure assez facilement. J'ai déjà pleuré pendant un conseil des ministres, donc réunion, président de la République. C'était à moi de prendre la parole. Je prends la parole sur les féminicides. Et je sortais d'une réunion de 3 heures avec des familles qui m'avaient raconté des choses vraiment très dures. L'une qui me disait qu'elle avait trouvé sa sœur morte avec du sang et le bébé qui baignait dans le sang, qui était là depuis une journée. Enfin, je vous le fais en accéléré, mais c'était vraiment extrêmement éprouvant. Et je vais pour raconter ça et le président me coupe. C'était au tout début du Covid. On venait de lui donner une note et il dit on n'aura pas le temps, etc. Et en fait,
je sens les larmes qui montent. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et plus tu te dis, faut pas que je pleure, plus tu pleures. Le fil La de base. barbelé autour de la exactement. gorge. c'est Et t'es là horrible. genre, et les larmes commencent à couler, je sens les larmes sur mes joues, je me dis, je vais faire comme si de rien n'était, les larmes tombent sur mes notes, tout le monde s'arrête et me fixe, et j'étais en bout de table, en plus c'était une grande table comme ça, et j'étais tout au bout, et tout le monde me fixe, j'arrive plus à parler, et je fais donc... Et donc, c'est pour ça que... Donc, horrible. Là, le président qui comprend pas, à mon avis, c'est mais pourquoi elle pleure? Il commence à dire, en tout cas, je veux vraiment saluer le travail remarquable de Madame la ministre et tout. Et je me dis, c'est mignon, il pense que je pleure parce que j'ai envie qu'on soutienne mon travail, mais c'est pas du tout ça. C'est parce que je suis encore dans l'énergie de ce que je présente et qu'ils sont pas des tableurs Excel, qu'ils ont des vies de femmes tuées et j'essaye d'alerter, etc. Et en partant, j'avais un point presse. J'ai annulé mon point presse parce que je voulais pas faire mon point presse les yeux rougis, etc. Et j'ai un de mes petits camarades très sympathique qui a évidemment raconté cette scène au Canard enchaîné. Donc le mardi suivant, je vois dans le Canard enchaîné Marlène Schiappa en pleurs au Conseil des ministres, mon père qui m'appelle, qui est-ce qui t'a fait pleurer, etc. Donc oui, parfois on est débordé par son émotion, on n'avait pas du tout prévu ça, on empathie parce que du coup évidemment un mec ne pleure pas pendant une réunion, un COMEX ou un Conseil des ministres, et donc ça vous est renvoyé en boomerang. Et en même temps, quand vous parlez de sujets humains comme ça qui touchent à la vie, la mort, Mais ce que je trouve hyper injuste dans ce que tu décris, c'est que c'est justement parce que tu pleures que ce sujet est important. Ouais. Et c'est justement dans les faits, parce que tu pleures, que ça te décrédibilise aujourd'hui. Enfin, dans un système d'hommes, etc. Et c'est ça que je trouve insupportable. Et en fait, tu as fait un parallèle avec le 7 octobre. En ce moment, il y a beaucoup de guerres pas loin de chez nous qui nous touchent. Et c'est des hommes qui sont à la manœuvre. Moi, je suis une association qui s'appelle les Guerrières de la Paix et qui veut mettre les femmes au premier plan dans les conflits. Et en fait, si les hommes, avec les tableaux Excel, avaient su résoudre les guerres, ce serait déjà la paix. Et donc peut-être que parce qu'on pleure, parce qu'en fait, cette association, c'est très intéressant parce que cette association, elle s'est construite à partir de familles israéliennes et palestiniennes qui ont en commun d'être endeuillées par le conflit. Et c'est des parents qui ont dit, moi, je suis plus proche d'un père ou mère endeuillé que d'un père ou mère de mon ethnie, palestinien ou israélien. Et c'est très juste, évidemment, qu'un parent qui a perdu un enfant est plus proche de quelqu'un d'autre qui a perdu un enfant que quelqu'un qui est de la même nationalité que lui. Ouais. Et ça montre toute l'absurdité des guerres, en fait, et des conflits, ces trucs-là humains et émotionnels. Et donc, justement, parce que les féminicides, ça fait pleurer n'importe qui d'humain, quand on te raconte des histoires, comme ce qui se passe en Iran en ce moment, enfin, comme plein d'autres choses, et ben peut-être que c'est justement grâce aux émotions qu'on pourrait faire des progrès politiques ou aussi dans les entreprises. Et enfin, vraiment, moi, ce qui me fait vriller d'un point de vue féministe, et je ramène du militantisme à la table de Femmes Corpo, ce qui n'était pas le brief, c'est ça, c'est qu'on ne puisse pas utiliser les émotions comme moteur, parce que c'est tellement Je puissant. pense qu'on doit pouvoir le faire. C'est tellement puissant comme moteur, en bien plus. sûr, Tu es t'as tellement raison. motivé quand tu as parlé pendant 3 heures avec des victimes, des proches de victimes de féminicide. Bah oui. Ton moteur, tu as une vis dans ta énergie pour chair. 3 ans, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut révolutionner la réussite des femmes, parce que je pense que les codes dans lesquels on est, en fait, c'est mort. Je veux dire, la règle du jeu est contre nous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 3 femmes patronnes du CAC 40 et 37 hommes. Je veux dire, si les règles du jeu étaient extrêmement équitables, il y aurait 20 hommes et 20 femmes, naturellement. C'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est-à-dire que les règles du jeu, elles sont biaisées quelque part. Et que le fait, effectivement, que dès lors que tu parles d'intuition, d'émotion, on va considérer que c'est féminin contre les femmes et contre les hommes, d'ailleurs, qui laissent aussi parler leurs émotions à cet égard. Mais je suis grave d'accord. Et je me souviens que justement, un homme de 60 ans m'avait dit Juliette, il faut montrer ta vulnérabilité parce que justement, ce qui te rend forte, c'est le fait que tu puisses montrer ses faiblesses. Quelqu'un qui est incapable de montrer ses faiblesses n'est pas vraiment fort. Et je trouve que du coup, ce truc de vulnérabilité est hyper intéressant. Et je pense que ça doit être plutôt un atout et une preuve d'humanité, en fait, tout simplement, parce que être vulnérable, c'est être humain. Et qu'est-ce qui rapproche le plus les gens que l'humanité et que les émotions. T'es jamais dans une empathie aussi importante quand t'es face à quelqu'un qui est capable de se montrer vulnérable. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon meilleur copain ce week-end. Je lui ai dit, je crois que j'aime être amie avec des gens qui savent se montrer vulnérables. Parce que c'est comme ça que tu crées des liens et que tu crées des connexions. Et donc, il faut que cette vulnérabilité soit une force pour les femmes, pour leur carrière, et pas justement qu'on voit ça comme une faiblesse, mais plutôt comme quelque chose où ça leur tient à cœur et c'est quelque chose d'important. Complètement. Et après, il faut aussi... le monde de l'entreprise n'est pas un monde... forcément bienveillant ou qui accepte la vulnérabilité. À haut niveau, c'est un monde très concurrentiel, tout comme le monde politique. Et donc, vos failles, vos vulnérabilités, on peut aussi s'en servir contre vous. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui verrouillent énormément, justement, et qui ne veulent pas parler de leur grossesse, leur fausse couche, leur PMA, leur divorce, leurs épreuves de la vie ou ce qui les occupe intérieurement.
Tu as parlé de sororité en entreprise, mais c'est aussi beaucoup les autres femmes qui abîment ça, là, ce dont on parle, cette vulnérabilité, le fait de pouvoir... Tu vois, je ne sais pas si les femmes du Conseil des ministres sont plus soutenues que les hommes à ce moment-là. Enfin, pas forcément, bon, Là, ça vraiment, dépend. c'est beaucoup des hommes qui sont venus me voir en me disant Voilà, ça va aller. bah, ça aussi, voilà, comment... et d'ailleurs, pour conclure, c'est quoi tes conseils pour vraiment développer la sororité en entreprise, notamment entre femmes? Enfin, sororité entre femmes. En fait, d'abord, il y a un principe de non-agression. Et moi, je vois chez Tilder, on est plusieurs femmes à être au COMEX et on est toujours hyper solidaires. Et je les salue. Mais par exemple, quand il y en a une qui va donner une idée, on va vraiment valoriser son idée. On se met d'accord avant des réunions pour savoir sur quoi on rebondit. On est vigilantes les unes pour les autres. Récemment, ça m'est arrivé d'aller voir une des femmes en lui disant, écoute, j'ai trouvé qu'un tel, il était vraiment très dans une réunion. C'était un peu du mansplaining ce qu'il t'a fait. Il t'a expliqué ton domaine de compétences, etc. Elle m'a dit, écoute, c'est gentil, je ne l'ai pas pris comme ça. Je sais qu'il est un peu abrupt. Mais en gros, je voulais checker avec elle comment ça va. Et assez régulièrement, j'essaye de checker et elles le font aussi avec moi. Et on essaye de créer, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, on a, je pense, jusqu'à présent, ça fait 1 an et demi, on a réussi à créer quand même quelque chose de solidaire dans l'équipe. Et d'ailleurs, en réfléchissant, je me dis que ça peut inclure les hommes aussi, parce que quand vous avez des hommes, enfin, je pense par exemple à Thibaut, qui est directeur chez nous, qui vient à tous mes événements sur le féminisme. Hier soir, je faisais une conférence chez LinkedIn sur l'ambition des femmes. Il y avait 4 hommes qui étaient là, mon chef de cabinet, mon compagnon, son directeur général, et Thibaut, qui est directeur chez Tilder. Et je trouvais ça hyper émouvant même, qu'ils viennent en fait soutenir cette cause, nous défendre, et puis apprendre aussi, écouter, être là avec nous. Donc voilà, je pense que je me suis éloignée du sujet, mais je pense que la sororité, elle peut exister si on fait cet effort. Et après, ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont être en soutien avec plein de femmes. Et effectivement, moi, mes pires crasses dans le monde politique, je les ai reçues de femmes. Je ne les ai pas reçues d'hommes. En fait, les hommes au gouvernement ont été globalement plutôt soutenants avec moi ou ayant peur de moi. Mais en tout cas, j'ai plutôt la paix globalement. Et en revanche, il y a beaucoup de femmes qui se sentent insécurisées par les femmes comme celles qui sont autour de la table. On va pas se mentir. En compétition ou insécurisées, parce qu'en fait, t'oses l'ouvrir, t'oses arriver, t'oses en avoir rien à foutre, t'oses venir habiller comme tu veux, t'oses dire « je suis pas d'accord, c'est mon domaine d'expertise depuis 3 ans ». Elles sont là genre « wow, attends, tu bouscules beaucoup trop de représentation ». Elles se disent « mais moi, j'ai fait 30 ans à naviguer en rentrant bien dans les codes, en faisant ce qui était attendu en face, en étant la bonne élève, et toi, t'arrives, il y a là, t'es wild ». Voilà. Et du coup, je pense que ça les bouscule dans les compromis qu'elles ont fait, elles, pour en arriver là. Donc, c'est pas toujours hyper bien perçu non plus. Les meufs, j'ai une révélation là pendant ce podcast, juste je vous le dis. Non, vraiment, c'est très sérieux. Je suis féministe. Non, je sais pas si j'ai pas envie de devenir une femme corpo. Oh, waouh. Ouais. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne rentre pas dans une boîte et on fait ce qu'on est en train de se dire là, à savoir, Le cheval on de change Troie. les choses. Exactement. Mais parce que tu sais que ce podcast, il est né, en fait, ici, on est à la résidence Covivio, et l'idée, c'est de réfléchir à l'avenir du bureau, l'avenir des lieux. Et nous, notre premier réflexe, c'était de dire, on peut pas réfléchir à l'avenir du bureau sans penser l'avenir des femmes au bureau. Donc, c'est de là que c'est né. Et ce qui est intéressant, c'est la tension dans nos relations, enfin, le lien dans nos relations de travail entre des femmes et hommes corpos et nous qui sommes des entrepreneuses assez agile dans le bon côté et peut-être bordélisante dans le mauvais côté. Ça vous va comme bon et mauvais côté? Et c'est vrai. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de travailler ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, on apprend les uns des autres énormément. Et en fait, nous, la leçon de Femme Corpo, c'est évidemment, on vous conseille ni d'être entrepreneuse, ni d'être femme corpo. Vous faites ce que vous voulez, ni d'être corporate. Vous faites ce que vous voulez. Et surtout, faites les deux. Enfin, faites ce que vous voulez dans votre vie à des moments différents. Enfin, voilà, chacun sa route. Et voilà. Enfin, voilà, moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est de confronter les visions, de confronter les regards pour bâtir une sororité qui marche à 360. Parce qu'aujourd'hui, on va dire oui, mais en fait, dans les startups, on se sent mieux en tant que jeune ou en tant que femme. Dans le nanana, on est mieux. Et en fait, ce qui est difficile, c'est ça, c'est qu'on est quand même dans une société très clivée, très fragmentée. Et voilà, il faut se réconcilier maintenant. Magnifique. Marlène, c'était trop intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueillie dans cet endroit. J'ai adoré. Mais tu y reviens bientôt. Et donc, conseil de carrière à suivre et interrogation de chemin de vie. Non, mais vraiment. Ouais. En interrogation. Et donc, robe ou pas robe? On va en acheter de nouvelles, du coup. Ou pas. Merci beaucoup, Merci à vous. Marlène. À très vite.